Comment je vous dirais bien ça? Elle a gravi assez vite les échelons et ce, sans vraiment s'y en attendre. Elle adore jaser depuis qu'elle est haute comme trois pommes et depuis quelques années, mon invité a la chance de raconter des histoires tous les jours comme chef d'antenne dans la belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle est fabuleuse à avoir évolué et je suis vraiment heureuse de vous la faire découvrir. Voici la pétillante tête de cochon, Catherine Vandal. Bonne écoute! Aujourd'hui, très chanceuse de renouer avec une personne avec qui j'ai étudié il y a quelques années, quand même, de 2014 à 2017. Et elle a une carrière flamboyante et j'ai tellement hâte d'en savoir plus. En même temps, ça me permet de prendre de ses nouvelles. Catherine Vandal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de tête de cochon. Hey, merci à toi, Sandrine. Tellement contente. Je suis vraiment contente. On va pouvoir faire plein de beaux liens, faire des références à plein de trucs parce que notre milieu évolue beaucoup. Mais d'abord et avant tout, avant de mettre en contexte, en fait, pour mettre en contexte les gens, la jeune Catherine vient de la région de la Mauricie et elle a pris le parcours aussi d'art et technologie des médias maintenant qui est rendu l'école supérieure. Et comme moi, donc on s'est rencontrés là-bas, mais avant de parler de ce passage-là important de ta vie, je voulais savoir à quoi la petite Catherine, quand elle était jeune, à quoi elle rêvait? Oh mon Dieu, je pense que dès que j'étais au primaire, j'écoutais déjà Salut Bonjour tous les matins. Je me souviens, j'arrivais dans l'autobus scolaire, je m'assoyais toujours avec mon ami qui habitait dans le même rang, puis je racontais les nouvelles. T'as-tu vu ça? Il s'est passé ça? T'as-tu vu ça? Puis genre, j'aimais ça juste de dire tout ce qui se passait chez nous ou ailleurs, puis de l'informer. Donc, c'est comme là que ça a parti aussi. J'ai réalisé que finalement, jamais se raconter des affaires. Fait que ça part de très jeune, là. À ce moment-là, Oui, est-ce que tu es au primaire? Pour nous situer dans le temps, là? oui. OK. Au primaire, secondaire, mais oui, ça a commencé au primaire et j'ai tout le temps voulu, je dirais pas avoir l'attention, là, mais je sais que j'aimais faire rire dans nos parties de famille. J'aimais beaucoup divertir, mais aussi informer, parler. En fait, parler. J'aimais beaucoup Mhm. parler. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Le mange-patate, il allait par là, là. C'était comme Catherine a besoin de s'exprimer. Fait que ça veut dire que la voie des communications a tout le temps été en arrière-plan, finalement, dans ton évolution, puis même au secondaire. Oui, absolument. Mais ce qui est drôle, c'est que même si j'aimais beaucoup parler, j'ai toujours été une fille vraiment beaucoup stressée. Je me souviens, Sandrine, tu m'avais déjà dit de faire un appel téléphone pour toi, ça te stressait et je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Là. Je suis comme ça, j'ai un stress tout le temps en lien avec ça. Et je me souviens au secondaire, on avait une communication orale à faire, secondaire 1, je crois, avec Mario, notre professeur de français. Et c'est là que ça a brisé, en fait, mon stress, c'est que il m'avait fait à croire que je devais faire la communication orale dans une classe de secondaire 5, mais j'étais en secondaire 1. Donc là, j'ai tellement stressé avec ça pour finalement qu'ils me disent, ben non, c'était une joke, tu sais, ça va être juste les secondaires 1. Donc, de savoir que finalement, ben voyons, j'ai donc bien stressé pour rien, tu sais, je m'étais préparée pour le faire devant les secondaires 5. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit, ben coudonc, tu sais, je peux passer par-dessus ce stress-là, je peux apprendre à vivre avec ce stress-là et je peux aller plus loin là-dedans, puis je peux avoir une carrière là-dedans, même si j'ai ce stress-là à la base, là. Donc, OK, ça a été les premiers balbutiements vraiment concrets ont été en secondaire 1, mais il y a quand même 5 ans qui ont défilé. Est-ce que tu as commencé à prendre l'assurance? Parce que c'est pas connu quand même de tout le monde, art et technologie des médias dans notre milieu, oui, mais dans un petit coin de la Mauricie, comment tu t'es rendu jusqu'à t'inscrire et faire OK, je fais je saute et je me dirige en communication au cégep? En fait, je sais pas vraiment d'où c'est parti, mais je sais que j'étais toujours en questionnement étant donné mon stress que je vivais. Mhm. J'ai consulté un conseiller pédagogique mais j'avais toujours en tête
j'avais fait des recherches, puis j'avais vu que ça existait, ce programme-là. Donc, j'avais ça en tête, mais je me disais, ben voyons, tu sais, ça se peut-tu, tu sais, comme que je m'en aille jusque-là? Donc, j'essayais de voir les options qui s'ouvraient à moi. Bon, est-ce que je reste plus proche de chez moi? Est-ce que je vais en enseignement parce que j'aime parler? Donc, enseignement, ça peut aller aussi. Mais j'avais toujours ce petit côté dans ma tête qui me disait, il existe ce programme-là, tu sais. Je sais pas comment j'ai pu être au courant de ce programme-là, mais je sais que ça me travaillait beaucoup dans la tête en me disant que c'était vraiment là que je me voyais finalement dans les médias, là. Puis pour toi, t'en venir à Jonquière, c'était quand même un premier saut dans le vide, mais est-ce que tu te rappelles la journée où tu t'es dit: «OK, c'est ça, c'est là que je vais, the show must go on, tu sais, je me lance, puis on verra ce qui arrive», là? Ben, j'avais appliqué à pas mal d'écoles, en fait, plus proches de chez moi, en communication, à Jonquière. Mais c'est vraiment au moment où j'ai été acceptée à Jonquière que j'ai vraiment reçu ma feuille vous êtes acceptée, que là, je me suis dit, OK, ben, j'ai pas le choix d'y aller, là. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ça arrive pas à tout le monde. Je savais que c'était contingenté. Donc, je voyais cette chance-là. Donc, c'était sûr que j'allais là. Mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est juste que mes parents, ça a été quand même un choc de me voir aussi décider parce qu'eux autres, ils se sont dit, ben si elle est acceptée à Jonquière, Trois-Rivières, elle va aller à Trois-Rivières, c'est beaucoup plus proche. c'est pas c'est pas comme ça que je voyais ça du tout, là. Donc, Trois-Rivières, c'était plus mon plan B. Donc, j'ai eu la discussion avec eux. Je leur ai dit vraiment, écoutez, c'est là que je vais. J'ai été acceptée, c'est une chance, donc je dois la saisir. C'est dans les médias que je vais aller. Mon père m'a averti quand même là, que c'était vraiment pour les études. Là, donc, même s'il y a des parties au cégep que j'avais intérêt à être décidée, mais qu'on allait m'appuyer là-dedans. Mais c'était sûr que j'y allais. Là. Fait que c'est quand même, une certaine fébrilité qui vient avec ça, de partir, à 17 ans, le petit baluchon, le tu sais, je l'image comme ça, mais c'est un peu ça, là, tu sais, tu pars, premier appart, premier ces 3 ans-là, là, ça représente quoi dans la vie de Catherine, cette expérience-là? Ça m'a tellement changé, tellement fait grandir, juste d'aller faire l'épicerie, ton lavage, tu fais tout seul, puis c'est la première fois que tu n'as pas rien pour t'appuyer. Donc, ça m'a vraiment changé. Je pense qu'il y a une Catherine avant Jonquière puis une Catherine après Jonquière parce que je me souviens, je revenais chez moi, je revoyais mes amis du secondaire puis on n'avait pas évolué de la même façon, là. Tu sais, j'étais comme, ah, tu vas pas à l'épicerie? Tu fais pas ton lavage? On dirait que j'ai vu que j'avais pris beaucoup d'autonomie avec ce move-là puis c'est vraiment, je regretterai jamais ce que j'ai fait, là. Donc, j'ai réalisé que, dans le fond, j'étais capable de me faire des amis, peu importe où ce que j'étais, que j'étais capable de m'adapter. Donc, ça m'a permis aussi de gérer mon stress que j'avais à la base parce que j'ai réalisé que, ben, coudonc, j'étais capable. Tu sais, j'avais pas à mettre des limites, qu'il y avait pas de limites, finalement, là. Fait que clairement, ce 3 ans-là a forgé, aussi justement cette zone de stress-là qui était un peu plus nébuleuse quand tu étais Mm-hmm. jeune, mais qui présentement doit te servir assurément dans ton métier, là. Parce Ah, qu'il y a quand même absolument. cette drive-là de livrer les nouvelles et d'ailleurs, on y reviendra, mais je me demande parce que pour ceux qui ne savent pas, en communication, parce qu'il y a plusieurs volets à Jonquière, mais en communication, il y a un tronc commun, puis ensuite ça se divise en radio, journalisme et publicité. Mais là, vu que tu avais un intérêt quand même assez fort pour le journalisme, mais que tu es venu avec nous en radio, est-ce que ça a été un moment déchirant? Parce que, veux pas, je présume que tu flirtais avec les deux, puis tu étais comme, OK, mais lequel, tu sais? Le choix a dû être dur. Ah, vraiment, j'ai tellement hésité parce qu'au départ, j'y allais pour le journalisme. Mais lorsqu'on a fait l'essai des 3 programmes, au début, on a comme une période d'essai pour essayer la publicité, la radio, le journalisme. Et j'avais eu une discussion avec un professeur, justement, avec mon choix déchirant à faire. J'ai dit, ben, je venais pour le journalisme, on dirait que c'est la radio qui m'a fait le plus triper. Et c'était simple, c'est parce que en journalisme, on voyait beaucoup l'écrit pendant longtemps, alors que moi, je voulais parler. Ouais. Alors, je me souviens, on m'avait dit, ben prends ce qui t'a le plus fait triper, puis de toute façon, tous les chemins, au final, ça revient au même. Puis on touche de toute façon au journalisme radio. On touche au journalisme aussi. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai pris celui qui m'a fait le plus triper pendant la période d'essai en me disant, j'espère que je le regretterai pas.
Puis là, avec un peu de recul, est-ce que tu regrettes d'avoir pris l'option radio? Ah, pas du tout, parce que maintenant, je fais de la télé et je suis journaliste, donc complètement l'opposé, mais non, j'ai vraiment pas regretté, là. Je Et voulais parler, j'ai parlé. bon, ben c'est ça. Ta voix a été entendue à tous les niveaux. Puis, parce que là, il y a quand même plusieurs choix. Beaucoup d'adaptations, tout ça. Quand tu as terminé le cégep, ça se termine souvent avec un stage. Un stage que tu as fait en journalisme radio, si je me rappelle bien. Ouais. Mais c'est qu'il y en a comme moi, j'ai décidé d'aller à l'université. Toi, tu as décidé de te lancer comme plusieurs sur le terrain. Comment c'était comme un autre saut dans le vide parce que là, premièrement, bon, potentiellement que tu restes pas nécessairement à Jonquière, possibilité quand même de revenir par chez vous, mais en même temps, il y a plein d'offres partout. Là, ça, c'est quand même un autre point tournant parce que là, il devait avoir une petite zone de stress de: «Oh, OK, cette étape-là est finie», mais, c'est quoi la suite? Bien, j'ai pris un peu de recul. Je me suis retournée chez mes parents. J'ai pris aussi un travail mon travail étudiant à la station communautaire de Bécancour à la radio. Donc, c'était pour moi de retourner en terrain connu, puis de prendre ce recul-là et de me dire, est-ce que je poursuis mes études? Est-ce que je m'essaye finalement sur le terrain? Donc, j'ai pris ce recul-là. Donc, j'ai décidé de retourner à ma station communautaire, de refaire mes pas, d'aller sur le terrain pour vraiment être sûre de mon choix. Et j'ai décidé que les études, c'était assez pour moi. Mais je me suis toujours dit dans ma tête, si jamais je veux y aller, je vais y aller. Tu sais, j'avais pas une porte fermée sur l'université, mais à ce moment-là, j'avais besoin de prendre un break, si on veut. Donc, je suis retournée en terrain connu et j'ai appliqué un peu partout dans les stations et ici en Abitibi, mais j'ai appliqué partout en radio parce qu'à ce moment-là, ce qui est drôle, c'est que la télé, c'était pas envisageable pour moi Mhm. encore. Je me suis dit, ben là, il y a aucune chance que... pour moi, c'était impossible de me rendre en télé parce que, justement, mon cheminement radio, je travaillais en radio, donc j'avais eu une petite formation avec toi, Sandrine, à Oui! l'école, là, mais c'était très court là, de télé, donc je voyais pas que c'était un chemin possible à ce moment-là. Mais c'est sûr que j'envisageais quand même l'université si jamais je voyais que mes portes s'ouvraient pas finalement sur le monde de la télé, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. T'aspirais quand même à ça, même si tu te disais: ça risque de prendre quand même un moment, finalement, avant que ça se concrétise». Exactement, exactement. Puis finalement, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. C'est ça qui est assez surprenant et là, je veux qu'on en parle. Ben d'abord, comme tu disais, tu as postulé un peu partout. Le premier poste que tu as eu en Abitibi, c'était journaliste vidéaste, si je me trompe pas. Exactement. C'est pour ce poste-là que tu avais comment ça s'est passé tout ça, l'arrivée du poste, mais aussi la prise de décision de: «Merci, bonsoir, je m'en vais voir les grosses mouches puis les conifères». Tu sais, c'est un peu ça, là, je veux dire, y a Ah ouais. Ben, écoute, j'ai appliqué partout en radio, donc dans toutes les stations radio. Donc, j'ai appliqué en Abitibi à WOW, donc WOW FM. Mmh. J'ai appliqué dans plusieurs stations, mais vraiment comme sans attente, là. Il arrivera ce qui arrivera, on verra, puis je déciderai. Et là, on m'a approché en me disant, ben écoute, on a vu ton CV ici en Abitibi pour la radio, mais on aurait un poste de télé. Ben là, je me suis dit, ben vous avez pas de démo, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Donc, on m'a dit, fais-nous une petite vidéo, tu sais, mais on sent que, tu sais, la livraison reste la même, là. Si on a vu ton profil, à quoi tu ressembles, on sait que tu es capable de parler, donc rendu là, c'est pas tant stressant, tu peux faire le move d'aller en télé. Et là, je comprenais pas vraiment ce qui se passait parce que oui, j'aspirais à ça, mais vraiment, j'envisageais pas que ce soit aussi rapide. Donc, on m'a offert le poste de journaliste vidéaste à Val-d'Or, donc très loin de chez moi, là, 7 heures de route de chez moi. Faut dire que j'ai quand même des proches ici, là. Mon frère, ce qui est drôle, c'est qu'il est marié avec une fille de Rouyn-Noranda. Donc, elle a fait l'inverse. Elle est allée étudier à Trois-Rivières. Ils se sont rencontrés. Puis là, maintenant, ils restent ensemble à Trois-Rivières. Moi, tu sais, je connaissais sa famille d'ici, mais tu sais, j'ai littéralement fait l'inverse, là. Donc, je venais au départ pour 2 ans. Je me suis dit, mais là, attends, je vais un peu trop vite, là. Donc là, j'ai tellement de choses à dire. Prends ton temps, oui, vas-y. Donc là, voilà, on m'offre le poste de journaliste vidéaste Val-d'Or.
j'en parle à mes parents et je vois que ma mère est pas aussi excitée que moi, là. Clairement que on n'envisage pas aller aussi loin, là. La fille revient de Jonquière. Enfin, elle est de retour, mais non. Donc là, je réfléchis beaucoup. Je me dis, mon Dieu, ça se peut pas, tu sais, c'est pas possible. Mais j'ai décidé de faire l'entrevue en me disant, ben, coudonc, il arrivera ce qui arrivera, mais ils vont peut-être voir que j'ai pas les compétences. La fille, elle fait pas de télé, là. C'est pas mon bagage que j'ai. Donc, Mhm. j'ai fait l'entrevue, ça s'est vraiment bien passé et pas longtemps après, on m'offrait le poste. Et là, ça a été vraiment un choc, je dirais, là, parce que là, j'avais un choix vraiment clair à faire. Euh, c'était j'ai des frissons juste à y penser là, parce que pour moi à ce moment-là c'était comme pas envisageable de venir là. Je me disais ça n'a pas de bon sens, t'arrives de Jonquière, tu repartirais loin de même. J'en avais parlé, ma mère était vraiment pas emballée du tout là, elle pensait pas que j'accepterais ça. Euh, et j'ai décidé de refuser en me disant écoute, ça n'a pas de sens, je vais refuser. Donc j'ai appelé Francis, mon Mhm. patron aujourd'hui, j'ai dit écoute, je vais devoir refuser. Et il m'a dit la phrase qui a changé ma vie, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit Catherine, tu refuses, mais tu as l'air d'une fille qui veut accepter. Pense-y encore. Puis il a raccroché. Et là, pour moi, ça a été la phrase qui avait tout changé. Donc là, ça me jouait beaucoup trop en tête. Je me suis dit, bon, ben Mhm. clairement, c'est vrai que j'avais pas l'air d'une fille qui voulait refuser au moment du téléphone, là. Mais j'ai eu une conversation avec une de nos professeurs, Marie-Danielle. Donc, je l'ai appelée. J'ai dit, écoute, là, une occasion qui se présente à moi d'aller travailler à Val-d'Or en journaliste vidéaste. C'est vraiment loin. Je sais pas quoi faire. Et elle m'a dit, Catherine, tu vas pas en prison. Tu sais, au pire, t'aimes pas Mhm. ça, puis tu reviens. Puis ça, de tellement comme c'est là que j'ai réalisé que, ben voyons, c'est vrai, c'est pas grave. Tu sais, je l'ai fait pour Jonquière. Mhm. Finalement, ça a duré 3 ans, ça a bien été. J'étais pas en prison. Si je voulais arrêter, je pouvais revenir chez moi. Donc, finalement, si ça va pas, je reviens. Tu sais, je me suis comme dit, ben j'ai dédramatisé, si on veut, la Oui. chose. Puis je me suis dit, ben c'est vrai, tu sais, vu de même, c'est pas grave. Tu sais, je l'essaye, puis garde, coudon. Je reviendrai, tu sais. Si Alors là, j'aime pas les conifères, je reviendrai, là, tu sais. J'ai vu la forêt boréale de Saguenay, mais là, l'Abitibi, si ça fait pas, je reviens, dans le fond. Mais c'est un peu ça. C'est exactement. fascinant. Ouais, donc, tu sais, je me souviens le moment où je l'ai dit à ma mère. Je pense qu'elle arrivait de l'épicerie, là. Et moi, j'arrive en bas. C'est fait, je m'en vais à Val d'Or. J'ai accepté le poste. Là, c'était un choc total, là. Elle a dit, ben voyons donc, c'est sérieux. Moi, j'ai annoncé ça de même, c'est fait, je fais mes bagages, on est parti. Donc, vraiment, là, c'était fou ce moment-là et j'en regrette vraiment pas, là. On s'entend où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Mhm. Mais c'était aussi, ce qui m'a aidé, c'est de savoir que justement, la famille de ma belle-sœur était ici. Donc, j'avais des gens sur qui m'appuyer. Tu sais, si j'avais quelque chose qui allait pas, je savais qu'il était là pas très loin. Donc, ça m'a rassurée en quelque sorte. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le vide. On peut dire. Un deuxième saut. Finalement, t'es bonne en parachute, puis on le sait pas, C'est ça. là. C'est le prochain step, dans le Ouais, c'est fond, ça. là. Deuxième saut dans le vide. Clairement, on sent quand même, il y a un côté fonceur. Puis même dans l'approche que ton patron que tu as actuellement, clairement, tu le faisais un peu. C'est comme si que la rationalité prenait toute la place, puis oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens de repartir. Mais en même temps, ton cœur, il était comme, hey, je peux pas passer à côté de ça, là. Il y avait comme une espèce de balancier spécial, là, entre tout ça, là, tu sais, d'être capable de se dire, OK, je sais pas si ça a vraiment du sens ce que je fais, mais on dirait que mon instinct me dit d'y aller finalement. C'est un peu ça qui s'est Exactement. passé. Ouais. J'ai suivi mon instinct, puis je me suis dit, ben, coudonc, c'est peut-être fou ce que je fais, mais j'accepte ça. Et là, par la suite, bon, journaliste, vidéaste, quand tu arrives là-bas, comment ça se passe? Parce que, bon, cette adaptation-là, le changement d'endroit, tu étais déjà familière avec ça parce que tu l'avais fait pour Jonquière. Mais là, il y a
ça demande quand même une adaptation puis des ajustements, pareils parce que comparativement, quand tu arrives à Jonquière, l'école te permet de te créer un réseau. Là, c'est pas la même game, là. Non, 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 ça a été vraiment, mon Dieu, j'ai eu une équipe incroyable pour m'accueillir parce que la fille, OK, ils ont engagé quelqu'un de la radio, elle s'en vient en journaliste télé. C'est qui ce personnage-là? Donc, j'ai eu énormément de formation. Je veux dire, ça m'a pris beaucoup plus de temps pour apprendre parce que là, j'ai jamais pris une caméra dans ma vie. Je suis rendue vidéaste. Donc, c'est moi la Mhm. caméraman. Je suis ma caméra woman. Donc, d'apprendre tout ça, et comment qu'on fait des reportages télé, les logiciels. Donc, ça a été vraiment tout nouveau, finalement. Donc, ça a été vraiment beaucoup de formation. Mais écoute, l'équipe était tellement incroyable. Tous très accueillants. Donc, et ce qui est drôle, c'est que mon patron qui m'avait dit cette phrase-là, lui aussi venait juste d'arriver en Abitibi. C'était un nouveau poste pour lui aussi à TVA. Donc, on se comprenait un peu là-dedans. Là, tu sais, comme on était, je sentais au moins que j'étais pas la seule qui était nouvelle dans l'équipe parce que c'était vraiment une équipe serrée. Mais au moins, je vivais pas ça toute seule. Tu sais, mon patron aussi était nouveau, donc je me sentais moins seule dans tout ça. Mais j'ai été formée à Rouyn-Noranda parce que c'est là que la grande équipe est, à Rouyn-Noranda. Mais après, on me shippait à Val-d'Or, là, à 1 heure et quart de route, avec une petite équipe. Donc, j'avais intérêt à être débrouillarde et à apprendre vite. Donc, non, ça a été énormément de travail. Oui, ben c'est ça, ce qu'on sous-estime pas, en fait, souvent, c'est que dans les grands centres, il y a beaucoup plus de personnel, il y a beaucoup les équipes sont encore plus grandes, mais là, en région, tu sur le tas, là. C'est Ah vraiment ouais, ça, là. ah ouais. Qu'est-ce que tu te rappelles de tes premières expériences? Te rappelles-tu des anecdotes sur le terrain que tu es comme: «OK, oui, il faut que tu uses de ta débrouillardise, mais des fois, avec le stress, là, tu sais, je veux dire, ça peut être quand même assez rock'n'roll, là. Il y a beaucoup d'apprentissage, là, qui rentre en ligne de compte. Écoute, je me souviens, la première couverture, il y avait eu un accident près de la station à Rouyn-Noranda. Et on m'avait dit, ben vas-y avec ta caméra, tu sais, va sur le terrain. Donc, j'arrive sur le terrain. Moi, j'ai aucune idée qu'il faut passer par les communications pour parler à la police. Donc, moi, je suis sur le terrain, je filme l'accident et je crie aux policiers, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, y a-t-il des blessés, tu sais, vraiment? Puis là, on m'a dit, non, 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 faut passer par les communications. Donc là, je me dis, OK, la grande, tu veux peut-être en faire un peu trop, là, tu sais, comme mais non, non, ça m'a marqué parce que clairement qu'on voyait que j'avais pas le bagage du tout. Là. Je devais apprendre énormément de choses. Mais en même temps, l'équipe aimait ma drive parce que ça montrait Mhm. que je voulais le faire, je voulais être là. Donc, je voulais être dans l'action. Je me suis lancée dans l'action directement. Puis sur l'équipe terrain, vous étiez combien environ? Euh, on était peut-être 6-7 sur le terrain à Rouen, mais OK. deux à Val-d'Or. Une fois que j'ai été à Oh! Val-d'Or, on était deux. Ouais. Oh, 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 oh! oh. OK, fait qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, mais en même temps, le territoire reste quand même assez large, là, je présume, là. Je veux dire, il y a cette gestion-là. C'est que l'apprentissage aussi de la région, tu sais, de Ah oui. rapporter, des nouvelles de l'endroit, tout ça, comment ça s'est passé? Puisque, je veux dire, Jonquière, maintenant, tu le connaissais, tu connaissais la ville sur le bout des doigts, là. Le Saguenay, c'était rendu ta deuxième région. Mais là, d'être sur le terrain, d'arriver en Abitibi, de faire OK, telle ville, tel endroit, tout ça. Mon Dieu, tu t'es démêlé comment à ce niveau-là? GPS, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'était fou parce que c'est, comme tu dis, c'est tellement un vaste territoire, c'est tellement grand. Donc, j'étais à Val-d'Or, mais je pouvais aller à Sainte-Terre, à Amos, qui est à 45 minutes, 50 minutes et 1 heure de Val-d'Or. Donc, on couvre à peu près, on fait beaucoup, beaucoup de routes. On peut aller faire des 1 heure de route pour couvrir quelque chose. Donc, c'est sûr que mon GPS, là, je peux pas partir sans. Là. Donc, c'était... Le stress commençait au moment où j'étais dans l'auto, puis je me dis, OK, on s'en va où? Puis, faut que j'arrive à l'heure pour la conférence de presse, donc j'ai intérêt à pas me perdre. Puis la Catherine qui arrive, qui se dit ouais, je m'en vais essayer un nouveau truc. Là, à ce niveau-là, au niveau du stress, au niveau de ta décision, là, quelques mois, disons, après tout ça, est-ce qu'il y a eu des remises en question? Est-ce que tu t'es dit, OK, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Ou de juste comme foncer,
tu étais à fond là-dedans, puis c'était comme: «Beh, garde, pour le moment, ça va, il y a beaucoup d'apprentissage, mais ça va se placer». Comment tu visualisais ça? Ben, j'ai eu un moment où j'ai dû prendre une pause. Je suis partie quelques semaines chez mes parents, dans ma famille. Je me souviens d'avoir pris l'autobus. J'avais dit à mon patron, écoute, je dois partir, ça va pas. Tu sais, je me sens malade, je sais pas ce que j'ai. Je suis allée voir le médecin, j'avais rien. Puis finalement, je pense que c'est là que le stress a juste tombé. Tu sais, je me suis dit, OK, tu sais, je suis bien, tu sais, ça va ce que je fais, mais c'était beaucoup, beaucoup de pression. Je me mettais énormément de pression sur les épaules. Donc, je pense que à un moment, j'ai dû prendre ce recul-là. J'ai dû prendre une pause en me disant, ben écoute, arrête de te mettre autant de pression, là. Maintenant, tu es là, tu es dans l'équipe, tu fais partie de la gang, tu peux respirer. Je pense que vraiment, je voulais tellement me prouver puis montrer que j'avais ma place que j'ai été sur la pression puis le stress pendant énormément de mois au début. Donc, ça avait besoin de tomber. Puis après, ça allait mieux, là. Après, je me sentais vraiment à ma place. Puis je me disais, ben, t'as le droit d'avoir eu cette chance-là. On dirait que je me le permettais pas. Je me disais, voyons, j'ai pas ce bagage-là. J'ai fait de la radio. Qu'est-ce que je fais ici? Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ben, t'as le droit, tu sais. T'as le droit Mmh. d'avoir pris cette chance-là. Puis t'as le droit de faire ça, puis t'as ta place, tu sais. Oui, puis clairement, ton patron avait vu un potentiel que tu voyais probablement pas à ce moment-là. Surtout quand on sort de l'école, heu, on est forgé, on est formé, mais de là à voir, tout ce qu'on est capable d'accomplir, des fois, on n'a pas ce recul-là, mais clairement, lui, il a eu aussi de l'instinct de faire: tu sûr que c'est ça que tu veux, là? Parce que me semble que, ça fitterait peut-être». Ah ouais, ça, écoute, c'est une chance qu'il me l'a dit, une chance qu'il me l'a dit. Mmh. Le journalisme, de proximité, le journalisme de région, je trouve ça important qu'on en parle aussi parce que tu le vis au quotidien. Puis je présume que d'autant plus, je pense, en Abitibi. La raison est simple, c'est que c'est quand même éloigné, un peu comme le Saguenay, un peu comme, la Gaspésie, tu sais, c'est des secteurs qui sont un peu plus, éloignés des grands centres. Puis tu dirais que tu décrirais comment, justement, la réalité du journalisme de région, mais aussi l'importance, en fait, que ça a, puis qu'on doit le maintenir? Parce que souvent, on sent que c'est un peu menacé, mais je pense que ça a encore sa place et encore plus aujourd'hui, là. Mais écoute, les gens, ils nous suivent tellement, ils nous écoutent, puis ils veulent savoir ce qui se passe ici, tu sais, pas ce qui se passe à Montréal, pas ce qui se passe à Québec. Dès qu'il y a pas un bulletin parce que, je sais pas, il y a un problème technique, c'est pas long qu'on se le fait dire puis qu'on se fait, si on veut, ramasser, là, dans le sens que les gens suivent ce qui se passe ici. C'est important parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'ailleurs. Ici, la pénurie de personnel, c'est quelque chose. À Ville-Marie, il y a des femmes qui ont dû accoucher à 1 heure et quart, 1 heure et demie de route parce qu'il manquait de personnel, puis un département d'obstétrique était fermé. Donc, c'est des enjeux qu'on connaît pas nécessairement en ville, alors que tout est proche, puis c'est des grands centres, donc les services sont près des gens. Mais ici, c'est nous, finalement, qui leur apprend ce qui arrive. Et ça leur prend ça parce qu'on n'a pas les mêmes réalités qu'ailleurs. Tu sais. On le voit en ce moment avec la fonderie, ça fait beaucoup parler à Mmh. Rouyn-Noranda. Mais c'est un dossier que ça fait longtemps que les gens connaissent, puis ça fait longtemps que les gens sont au courant de ça, qu'est-ce qu'on a ici. Puis il faut en parler. C'est important parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens vont être au courant de ce qui se passe. Puis ils doivent être au courant parce qu'on n'en parlera pas nécessairement dans les grands centres. Mmh. Oui, ben c'est ça, c'est très précis. C'est pas pour rien qu'on dit, du journalisme de proximité. C'est que c'est vraiment de connaître ce qui se passe autour de nous, mais à différents niveaux. Hem, Quand tu étais sur le terrain, est-ce que, tu as été confronté en fait, à des monsieur, madame, tout le monde qui s'improvisent journalistes? Tu sais, il y a certains endroits où on sort le téléphone. Parfois, ça peut aider et nourrir le journalisme, mais des fois, de donner son opinion ou de s'interposer et de se proclamer journaliste comme si que c'était pas un travail en soi. Des fois, ça peut créer des remous, disons, ou en tout cas même de la désinformation. À ce niveau-là, c'est quoi ta vision de journaliste par rapport à ça? Surtout par rapport aussi à la proximité des téléphones, cette espèce d'accès-là rapide?
Oui, c'est sûr qu'on l'a vu avec la pandémie, là, on a vu l'importance des médias en ce moment, des vrais journalistes, là, ceux qui ont étudié pour ça. Donc, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus des gens, comme tu dis, qui s'autoproclament journalistes. Mhm. C'est tellement facile d'accès, de juste avoir son téléphone, puis de filmer, puis de dire n'importe quoi, finalement. Donc, c'est surtout, je pense, pendant la pandémie que j'ai réalisé l'importance qu'on avait, que j'ai réalisé l'importance de mon travail, que c'était l'occasion de ramener tout le monde, je dirais à l'ordre, là, mais tout le monde dans le même chemin. Là. Voici ce qui se passe. Donc, je pense que ça m'inquiète un peu pour l'avenir, à vrai dire, parce que les réseaux sociaux, le web, les générations qui s'en viennent, on le voit à quel point ça prend de la place en ce moment. Donc, c'est important de maintenir ça. Parce que sinon, on va s'y perdre avec toutes les fausses informations qui circulent. Mhm. On va vraiment s'y perdre. Donc, ça prend des journalistes partout. Là. C'est pas le choix. Est-ce que tu crois que ça affecte aussi votre métier? On s'entend que ça l'Internet, les fake news sont partout. C'est partout dans le monde que les journalistes sont confrontés à ça, mais est-ce que tu sens aussi que, de façon au niveau régional, ça peut avoir des impacts aussi? Absolument que ça ait des impacts, c'est sûr. C'est juste qu'on a la chance, on dirait, les gens sont, je dirais, plus attachés à leurs médias ici en région. Donc, j'ai l'impression qu'on vit un peu moins cette réalité-là que dans les Mhm. grands centres. On a vraiment beaucoup de gens qui nous suivent. Donc, c'est sûr que ça affecte tout le monde, ça affecte notre région, mais j'ai l'impression que les gens sont peut-être plus informés, plus attachés à leurs médias finalement. Catherine, on a parlé de plusieurs sauts dans le vide, de journalisme de région, de changement d'adaptation, mais là, depuis peut-être 1 an ou 2, tu me corrigeras si je me trompe, tu as gravi les échelons de TVA Nouvelles Abitibi à un autre niveau, soit au poste de chef d'antenne. Et là, moi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé, parce que premièrement, c'est extraordinaire, mais de donner aussi cette place-là à une jeune journaliste qui est quand même encore de la relève. Euh, Éclaire-moi, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, écoute, la beauté de la région parce que jamais j'aurais pu faire ça dans un grand centre, jamais, mais ici, j'avais indiqué à mon employeur dès le départ que c'était dans mes ambitions de faire ça. C'était mon rêve ultime, si on veut. Tu sais, ma grande vision, je me voyais dans cette chaise-là et j'espérais l'avoir, mais je voyais bien que j'avais beaucoup de croûte à manger. Et lorsqu'il y a eu un poste qui s'est libéré à Rouyn-Noranda, parce que là, j'étais à Val-d'Or en journaliste Mhm. vidéaste. Donc, dès qu'il y a eu un poste de journaliste à Rouyn-Noranda qui s'est libéré, ben, j'ai décidé de faire le saut vers Rouyn-Noranda parce que les studios sont là. Donc, c'est vraiment là la réalisation. Donc, le studio est là. Donc, je savais que je devais me rapprocher si je voulais atteindre ce but-là un jour. Et j'ai commencé avec des remplacements par-ci, par-là, parce que j'avais indiqué que je voulais le faire. Et ce qui est le fun avec la région, c'est qu'on m'a donné cette chance-là. OK, ben essaye-le. Tu sais, on va voir, on va te coacher là-dedans. Commence par des petits remplacements par-ci, par-là. C'est sûr qu'avec une petite équipe, c'est plus facile parce que quand tu arrives, tu n'as pas de vacances. Hein? Mhm. C'est en bas de l'échelle. Donc, quand les gens sont partis, il reste pas mal toi, là. Donc, j'ai eu la chance de faire des remplacements assez rapidement euh, à V, donc à nouveau, à TVA. Et à partir du moment où parce qu'il y a tellement un virement, là, un roulement en Mhm. région, donc les gens viennent pour apprendre mais repartent. Oui. Donc, lorsque notre chef d'antenne a pris un poste à la direction, je crois, au Saguenay, à TVA, donc là, je voyais la place se libérer, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on me l'offre. Je me suis dit, on va engager quelqu'un, on va s'assurer que ce soit quelqu'un qui fait ça depuis longtemps. Mhm. Mais j'ai été vraiment surprise de mon employeur qui m'a dit, OK, tu vois la chance qui peut s'offrir à toi maintenant. Tu vas avoir l'occasion. Et là, j'en revenais pas. Là. Je me disais, OK, c'est à moi qu'on le propose. Donc, on me l'a proposé directement et j'en reviens toujours pas, je pense, à ce moment-ci, parce que dans ma tête, c'était un métier. Bien, c'est encore ça dans ma tête, mais je veux dire,
je suis peut-être la plus jeune au Québec en ce moment à Mhm. TVA. Et je me voyais pas avant 50 ans là, dans cette chaise-là, là, tu sais, dans le sens que je savais que j'avais beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail, mais la beauté de la région, c'est de faire confiance au monde, puis de les coacher, puis de donner la chance aux coureurs. Donc, j'ai vraiment sauté à pieds joints dans cette chance-là. Je capote. J'ai des frissons. Tu me racontes ça, puis je suis là, oh mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que t'avais quel âge? 23 quand t'es arrivé sur la chaise? 24? Hum, 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 hum. Là, ça fait combien de temps à ce jour approximativement? J'ai fait le transfert de Val-d'Or à Rouen en 2019. Donc, ça faisait 1 an que OK. j'étais à Val-d'Or seulement, 2019. Mais j'ai peut-être eu la chaise en 2000... Non, peut-être 2019. Je pense fin OK. 2019. Donc, quand même, mon Dieu, j'avais pas réalisé. Ça fait... On est en 2022. Oui, puis d'avoir traversé la pandémie sur ce Oh, siège-là, quand même, c'est quand même pas négligeable, là, parce que, je veux dire, on te ben, pas on te lance dans la gueule du loup, mais je veux dire, il y a beaucoup d'apprentissage, nouveaux, métiers, en quelque sorte, dans le sens où c'est pas exactement la même charge de travail, la ça doit pas fonctionner de la même façon non plus que quand tu es sur le terrain. Donc clairement, ça a eu un impact sur tout ça, là, sur ta vie, de A à Z. Comment s'est passé, beh, en fait, quand tu as accepté, là, tu te sentais comment, là? Parce que c'est comme de réaliser quelque chose d'inespéré encore à ce stade-là. écoute, j'en revenais juste pas. Je me pince encore, je pense, parce que pour moi, c'était le rêve ultime. Donc, le but ultime. Et on est fait comme ça, les humains. Hein? On se dit tout le temps, ben après, ça va être quoi? T'sais, après, ça va Mhm. être quoi d'abord? Parce que là, je me voyais pas là avant un bout. Donc, je me suis dit, ben voyons, ça va être quoi la suite? J'atteins déjà ça. Je- C'était pour moi inespéré, puis c'était incroyable. Je sais pas comment le décrire. Et là, encore à ce jour, tu occupes ce poste-là. À quoi ça ressemble, ton quotidien? Parce que, dans certains grands centres, il va y avoir un producteur, un chef de pupitre, tout ça. Comment, en Abitibi, de votre côté, ça fonctionne tout ça, le choix des nouvelles, la gestion, qui s'en va couvrir quoi? De votre côté, ça ressemble à quoi? Ben, le matin, il y a une réunion d'information à 9 heures le matin avec toute l'équipe terrain, avec le chef de pupitre, la directrice de l'information. Moi, à ce moment-là, je me prépare. Il est 9 heures, je suis chez moi, je me prépare. Donc, j'accède pas à cette réunion-là. Ben, je pourrais si je voulais, mais je prends ce temps-là pour me préparer pour être prête dès le départ en arrivant. Donc, à 10 heures, j'arrive et là, chaque journaliste a été affecté à un sujet. Donc, dans cette réunion-là, on a affecté chaque journaliste à un sujet et c'est là que les démarches commencent. Donc, à mon arrivée à 10 heures, je reçois un agenda avec tous les journalistes leur sujet du jour. Donc, telle personne travaille sur tel sujet. Pour le midi, il va y avoir un vis-clip. Pour le soir, un topo ou une converse. Donc, j'ai déjà une idée de comment ça s'enligne. Après, je vais appeler le chef de pupitre et on va faire un peu notre plan du midi pour voir qu'est-ce qui débloque, qu'est-ce qui débloque pas, parce que ça arrive très souvent que les sujets doivent changer assez rapidement. Donc, à partir de ce moment-là, je prépare des capsules d'information qui vont passer le matin. Donc, voici ce qu'on suit pour vous, voici ce qui s'en vient pour le TVA midi. Et je vais commencer à teaser des sujets. Donc, je vais commencer à faire des capsules d'information. Et jusqu'au midi, donc le midi, c'est le bulletin qui arrive. Après, je repars pour une pause. Je reviens vers 2 heures. Et là, on prépare le soir. Donc, d'autres capsules d'information. Donc, autrement dit, ça me fait rire parce qu'on me pose souvent la question, ouais, mais à part les bulletins, tu sais, tu fais quoi? Tu sais, c'est vrai. Tu On... tournes les pouces, Ouais, c'est clairement, ça. là. Je suis aux toilettes, je me maquille, je fais rien d'autre. Mais c'est ça, je prépare des capsules d'information, autrement dit, qui passent dans la journée. Donc, voici ce qui s'en vient pour vous. Donc, c'est toujours à faire. Donc, je vais souvent en studio pour en enregistrer. Et finalement, le bulletin du soir. Donc, ma journée se termine à 6h30. Donc, de 10h à 6h30. Donc, c'est ma journée.
Et dans la rédaction de nouvelles, est-ce que ce sont les journalistes terrain? Il y a des gens qui sont en studio? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu écris des nouvelles? Ça, à ce niveau-là, ça se passe comment? Les journalistes écrivent leurs textes, mais ça peut arriver que le chef de pupitre me demande est-ce que tu as le temps pour écrire un texte? Donc, je vais Mmh. écrire un texte. Mais sinon, c'est pas mal les journalistes terrain qui vont écrire leurs textes, là, qui vont écrire des OK. textes. Tout dépendant si tu dois les lancer, s'il y a une converse, tu sais, comme tu expliquais un peu plus tôt, il y a différentes, méthodes finalement d'amener l'information, en Ouais. ondes, là. Donc, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment, ils vont écrire les converses, ils vont écrire leurs topos, les leads et les textes, mais moi, mon rôle, c'est de les mettre à ma bouche. Donc, je vais les mettre Mmh. comment moi, je veux le dire. Donc, souvent, je vais écouter les reportages et là, je vois comme d'un autre angle. OK, mais ça, j'aimerais mieux commencer avec ça. Donc, je vais switcher un peu la formule pour le mettre à ma bouche à moi. Donc, c'est ça que je fais dans ma préparation, là. Ce que je trouve fascinant, parce qu'on en a parlé un peu au début de, Catherine qui est fébrile, que parfois qui est anxieuse. Là, c'est du direct tous les jours, mais c'est aussi la nouvelle, tu peux pas la prévoir la veille, là. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'instantanéité. Comment comment tu fais pour te recentrer et justement, t'adapter à ce rythme-là qui est quand même rapide? Il y a beaucoup d'imprévus. Heu, Comment tu gères tout ça? Mais après 3 ans, on finit par s'habituer, mais c'est toujours c'est vraiment important d'être en communication constante avec les journalistes terrain. Est-ce que ton sujet débloque? Est-ce que ça marche? Parce que faut que tu sois au courant de ce qui se passe, faut que tu arrives avec les informations les plus nouvelles en ondes, donc c'est important de toujours rester en communication. Mais c'est sûr que le côté imprévu, ça arrive qu'il y a des problèmes techniques et tout ça, que ça porte pas. Fait que c'est toujours, ben, faut quasiment le prendre en riant. Tu sais, on m'a déjà dit, prends-les pas pour des imbéciles. Fais pas comme si c'était rien passé, là. Tout le monde l'a vu qu'il y avait un problème, là. Donc, finalement, tu prends ça un peu en riant, puis bon, ça arrive, puis tu passes à autre chose. Donc, c'est vraiment d'essayer. Au début, c'était difficile de se dire, je repensais beaucoup à j'aurais dû faire ça, il y a eu ça, puis j'arrivais le soir puis j'arrivais pas à décrocher, tu sais, j'aurais dû dire ça à la place, mais à un moment donné, c'est du direct. Voici ce qui se passe, puis vaut mieux en rire finalement, là, tu sais, ça sera ça, puis demain ça sera autre chose. C'est ça, c'est d'assumer que Ouais. c'est du direct, puis, ben, the show must go on, puis on s'ajuste, puis c'est des humains qui nous écoutent, fait qu'ils vont comprendre qu'on fait de notre mieux, puis que, ben, des fois, ben, oh! C'est ça et c'est le caméra, le micro fonctionne pas, on est tu sais, il Exactement. doit avoir, 1000 et une, anecdotes par rapport à ça. Bien évidemment, ça a pas toujours, sûrement été, facile d'entrer dans ce poste-là. Moi, je me dis, est-ce que ça a été, parfois un peu le sentiment, d'imposteur, un peu comme tu disais de, ben, tu sais, je pensais pas que j'étais rendue là ou que j'étais prête. Comment ça a été la réception au niveau de l'équipe? Parce que parfois, il y a des journalistes qui sont bien plus expérimentés qu'on se dit: «Ah, ben, peut-être que ça va de soi que ça soit lui qui prenne le relais». Mais de ton côté, par rapport à ça, comment ça s'est passé? Ben, ce qui est drôle, c'est, étant donné qu'on est en région, il y a tellement un grand roulement qu'actuellement, je suis la deuxième plus ancienne de l'équipe. Donc, je suis dans les plus anciens. C'est ça qui est drôle. Il y a juste une personne en haut de moi en ce moment, là. Donc, puis c'est le chef d'antenne de nouveau. Donc, nous deux, on est sur les chaises, mais c'est ça qui est drôle. C'est au début, oui, j'avais le sentiment d'imposteur étant donné que j'étais nouvelle, mais il y a tellement eu un roulement d'ici là, une nouvelle équipe, des jeunes et des gens qui sont repartis aussi, donc ailleurs, donc dans les grands centres. Donc, je suis à ce jour dans les plus anciennes, donc c'est ce qui m'aide à accepter parce que sinon, Oui. j'aurais beaucoup de la misère, là, ouais. Mmh. Est-ce que, qu'est-ce que tu as, appris jusqu'à maintenant, découvert sur toi-même, en fait, depuis que tu es en Abitibi puis que tu te challenges finalement, là? Tu testes tes propres limites et tu te donnes des défis. Qu'est-ce qui ressort, là, avec, les 3 ans sur la chaise, ton année, sur le terrain, tu sais, ton introspection jusqu'à maintenant? Ben, j'ai réalisé que j'avais pas de limite, autrement dit, là, dans le sens que je pouvais les briser, les barrières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément grandir.
j'ai appris aussi, je te dirais, à me former une carapace. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi parce que les gens jugent ton public, jugent ton public, jugent Le ton public, physique. oui, oui. Le public juge mon physique. Oui. Donc ça, c'était nouveau parce qu'à la radio, on ne voit pas. Donc pour moi, de me faire dire, écoute, t'as pas des beaux cheveux, j'aime pas ton linge, ça arrive encore, là, on reçoit des commentaires, des courriels comme ça. Tu devrais faire ci, tu devrais changer ta coiffure, c'est pas beau. Donc, des fois, c'est vraiment beaucoup de méchanceté, mais tu te dis, j'ai vraiment travaillé sur moi à ce niveau-là, tu sais, en me disant, bon, écoute, il pensera ce qu'il voudra, tu sais, genre vraiment, ben c'est ça, ben c'est ça. C'est moi, c'est Catherine, c'est moi qui a ce travail-là, puis c'est à prendre ou à laisser, là. Change de poste si t'es pas content, mais c'est ça. C'est moi qui exactement ce que j'allais dire. Voyons, si t'es pas content, change de poste. Là. Il y en a Exactement. pas juste un, là. Exactement. Mais ça, c'était vraiment complètement nouveau, donc de devoir travailler avec ça. Et ce qui est plate, c'est que c'est ça pour tout le monde là, qui fait ce métier-là en télé. C'est à prendre ou à laisser. Là. Donc, si t'es pas content, change de poste. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Là. Oui, puis je pense que c'est un travail de vie et qui est tout le temps en continuelle évolution parce que des fois, il y a un commentaire qui peut vraiment te rentrer dedans, puis c'est comme, OK, non, j'accepte pas qu'ils viennent m'atteindre autant, mais c'est ça, c'est comme un travail à long terme, mais c'est bien que, que tu sois déjà en train de le forger parce que c'est ce qui fait que, justement, ça te permet de mettre tes énergies au bon endroit, puis où ça compte, là. Parce que souvent, on a un commentaire négatif, mais il y en a 10 qui sont comme «Ah, merci d'être là, de nous informer», tout ça. Puis souvent, on va l'oublier au Ouais. détriment du fameux commentaire de «Pourquoi tes cheveux frisés aujourd'hui?» Puis c'est Oui, c'est laid, ça. c'est donc ben laid. Ben voyons, là, tu sais. Ben change de poste, mon grand, là, c'est pas grave, là, je t'en voudrais pas, mais pourquoi? Pourquoi perdre cette énergie-là à me dire ça? Bref, on pourrait en parler longtemps pour avoir géré des réseaux sociaux pendant un an. Je comprends totalement. Puis qu'est-ce que tu dirais qui t'allume au quotidien dans ce métier-là? Le métier dont tu rêvais ou là, que tu réalises finalement jour après jour? Qu'est-ce qui vient allumer la journaliste en toi Ben, chaque jour? c'est que j'ai aucune idée en ce moment de à quoi va ressembler mon bulletin ce soir. Donc, c'est tout le temps un peu l'adrénaline de ça va être quoi le gros sujet du jour? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est moi qui va le dire finalement aux gens. Voici ce qui s'est passé. Donc, c'est d'informer au quotidien puis de jamais avoir la même chose à dire. Donc, c'est le fun. Pour une fille qui aime parler, c'est le fun. C'est ça, d'un sujet à l'autre, c'est comme inépuisable. Est-ce qu'il y a quand même des défis auxquels tu es confronté, malgré que là, tu prends de l'expérience et tout ça? Je présume qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Tu te situes où, là, à ce niveau-là? Bien, c'est sûr qu'on veut toujours aller plus loin, faire des nouvelles expériences, des nouvelles émissions. Donc là, on est en train de préparer un débat qui s'en vient. Donc, ce serait le premier débat que je vais animer. Donc ça, c'est toujours des nouveaux projets qui stressent, mais qui sont vraiment stimulants. Mais c'est pour ça que j'apprends continuellement, finalement, parce qu'il n'y a jamais de fin, là. Soit c'est un dossier spécial, un reportage spécial sur lequel je peux travailler. Mais là, c'est le débat là, qui s'en vient. Donc, c'est toujours des nouveaux projets vraiment stimulants. Donc, je continue d'apprendre de jour en jour. Là. Au final, là, il y a quelques années, quand on t'a offert ce poste-là, de journaliste vidéaste et qu'au départ, tu as refusé, mais que finalement, tu as accepté, est-ce que tu es contente d'avoir fait ce saut-là? Oh mon Dieu, c'est le tournant de ma vie. Là, maintenant, ça m'a permis de rencontrer mon conjoint. On a une maison, on a des projets de famille. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été le tournant de toute ma vie. Je sais pas, j'ai aucune idée où ce que je serais en ce moment. Des fois, je me dis, mon Dieu, ce serait quoi ma vie? Mais non, 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 je me vois pas ailleurs. Là. Je me sens à ma place. Puis, c'est le meilleur choix là, jusqu'à présent que j'ai pris dans ma vie. C'est fascinant parce que tu te disais: «Ah, peut-être que je vais être là 2 ans», tu sais, je me donne 2 ans, tu même pas sûre d'y aller, mais là, t'es tombée en amour avec la région, t'es tombée en amour aussi avec un humain formidable. Là, qu'est-ce qui,
comment tu t'appropries finalement ta nouvelle région? Tu sais, mettons qu'on fait une mini capsule journalistique, là, juste pour le... Ça existe pas, ce segment-là, dans Tête de cochon, mais c'est pas grave, parce que là, c'est comme le fun de pouvoir parler puis de mettre en lumière l'Abitibi. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Parce que je me permets de dire chez vous, maintenant, c'est quelque peu C'est chez chez nous. vous. Oui, qu'est-ce qu'il y a chez vous qu'il n'y a pas ailleurs? Écoute, la proximité avec la nature, moi, ça me fait capoter. Il y a des lacs partout, puis je termine... pas de trafic aussi, hein? Je termine... Moi, tantôt, je vais partir, là, 4 minutes pile, là, je suis assise dans mon bureau, là, c'est incroyable. Donc, je finis de travailler, je peux aller sur le lac, on a un bateau, donc 10 minutes top chrono, je suis sur un lac, pas de trafic, la beauté, la nature, donc c'est vraiment de pouvoir en profiter tout le temps. On n'a pas ce stress-là de, justement, le trafic, on n'a pas le... Ça roule pas comme ça, là. Je veux dire, il y a pas énormément de gens dans les centres-villes, on se coince pas, je sais pas comment dire, mais on respire l'air peu. Fait que c'est ça, la notion du temps, finalement, est différente chez vous. On Ouais, pourrait le dire comme ça. ouais. Ouais. Est-ce que le fait justement de rencontrer de quelqu'un du coin, de pouvoir échanger aussi sur les enjeux auxquels vous faites face au quotidien, est-ce que ça t'a aidé en tant que journaliste à mieux comprendre finalement l'information que tu devais livrer au quotidien? Oui, absolument. Avec ma belle famille, quand on a des discussions, tu sais, ça m'a permis vraiment rapidement de comprendre la région, de comprendre les gens, de comprendre plusieurs enjeux de avant aussi, parce que j'ai pas toujours été ici, donc c'est dur de me faire l'historique. Donc c'est sûr que ça m'a permis d'apprendre énormément, puis de voir comment les gens pensaient, les enjeux, l'environnement, c'est extrêmement important ici parce que c'est la beauté de l'Abitibi-Témiscamingue, l'environnement, la nature. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément là, en discutant avec des gens, puis à voir leur quotidien. Puis, ouais, ça m'a vraiment aidé. Là. Je reviens à ma capsule touristique parce que là, ben, j'ai le goût qu'on donne le goût aux gens d'aller de vous rendre visite. Fait que, mettons, un restaurant, là, un must à ne pas manquer si on vient vous rendre visite. C'est quand même dur, là. Mais une découverte, en fait, culinaire que tu as faite, que tu es comme, oh, wow, tout le monde devrait goûter à ça. Et mon Dieu, il y en a tellement. Oh mon Dieu. Hey, c'est dur. C'est dur. J'aime bien le cachotier. OK. C'est des petits tapas. Non, c'est vraiment bon. Ça change, le menu change régulièrement. Donc, je dirais le cachotier, c'est un bon must. À Val-d'Or, si je vais un peu plus loin, l'entracte aussi. L'entracte, c'est vraiment bon. C'est dur, là, parce que... Oui. Il y en a Ouais. beaucoup, là. Ouais, Il y il y a en quand a même, beaucoup. il y a plein de belles options. Puis un incontournable à voir, tu sais, si on vous rend visite, on fait la route, on a le goût d'explorer l'Abitibi, c'est quoi les incontournables? Ben, il y a le parc national des Guebels, c'est vraiment beau, avec un petit pont suspendu, vraiment magnifique. Euh, Tout c'est drôle parce que nos festivals ici, on a énormément de festivals. La vie culturelle, on est vraiment actif sur ça. Donc, dès qu'il y a un festival qui se termine, on en a un autre. On en a pour l'automne, le Festival du cinéma, Cisco en lumière, le FME. On a vraiment beaucoup de festivals pour tous les genres. Donc, on s'ennuie pas. Je veux dire, il y a toujours un événement, le Festival d'humour, je peux en nommer plein, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Si c'est pas ici à Rouyn-Noranda, ça va être à Val-d'Or. Donc, on peut se promener. C'est tellement un grand territoire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part, tu sais. Donc, Mhm. je dirais que les festivals, là, vraiment, ils devraient être plus connus ailleurs, là, parce que c'est vraiment la richesse, là, ici. Là. Fait que c'est ça, la culture est très importante Ah par ouais, chez vous. Elle est importante, je pense, au Québec, mais souvent, pas on sous-estime, on n'est juste pas au courant, justement, que c'est super effervescent puis qu'il y a quelque chose de très, très fort au niveau culturel. Fait que c'est le fun. C'est le fun à savoir. vraiment, tu sais, comme le festival d'humour, je me souviens la première fois que je suis allée à Val-d'Or, je me suis dit, ben voyons, le concept est génial. Tout le monde est avec leur chaise de camping sur un gros terrain, là, dans un champ. Puis la scène plein d'humoristes qui viennent, des humoristes vraiment connus, les humoristes de la relève aussi, donc ça nous permet d'en découvrir. Puis tout le monde a du fun, tout le monde rit, puis
c'est drôle parce que tout le monde écoute aussi le respect qu'on a envers les humoristes. Donc, tout le monde est silencieux, on écoute les humoristes, puis tout le monde rit en même temps. Donc, vraiment, la richesse, la vie culturelle, c'est un must et faut découvrir l'Abitibi-Témiscamingue pour ça, là. Catherine, je veux savoir, parce que je pense qu'un des traits de ta personnalité, c'est le fait que tu es très fonceuse, ce qui fait que tu es une tête de cochon extraordinaire. Là, tu as atteint un de tes rêves de devenir chef d'antenne, d'être en ondes, d'être à la télévision. Il y a plein de projets qui te stimulent, mais est-ce que tu entrevois un peu l'avenir? Comment tu vois ça? Tu as comme adopté l'Abitibi, mais y a-tu d'autres choses que tu vises, auxquelles tu aspires, que tu dis, ça s'ajoute à ta liste de Écoute, rêves à exaucer? c'est ce qui m'angoisse le plus en ce moment parce que j'arrête pas de me dire, mais ça va être quoi après, tu sais? Ça va être quoi? Mhm. Donc, c'est sûr qu'au départ, moi, je venais ici pour 2 ans, puis je repartais chez moi, là. Je visais les grands centres. Mais maintenant, je réalise que dans les grands centres, j'aurais pas la qualité de vie que j'ai actuellement. Donc, moi, c'est la qualité de vie que je veux conserver. Donc là, j'ai ma job de rêve plus la qualité de vie. Donc, je vois pas comment je pourrais... Honnêtement, c'est ce qui m'angoisse le plus parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire de plus? Parce que là, je me sens comme au top, au summum, là. Tu sais, moi, j'ai tout ce que je veux, là. Donc, c'est dur, là. C'est vraiment dur. J'ai aucune idée où ce que je vais être dans 10 ans, dans 15 ans. Pour moi, c'est le noir absolu, là. J'ai aucune idée. Mais j'ai des projets de famille, des projets personnels aussi, donc ça va occuper beaucoup de mon temps, mais donc côté professionnel, c'est vraiment difficile à statuer sur ça, là. Mais en même temps, je pense que la vie t'a tout le temps offert de belles surprises. Fait qu'aussi bien Exactement. la laisser faire son travail. C'est ce que je pense, oui. Catherine, on termine avec notre fameux segment, les 3 petites questions. OK. Donc, c'est 3 questions que je pose à toutes mes invitées. Ce sont les mêmes questions, mais je trouve ça tellement trippant d'avoir accès à des réponses différentes. Donc, la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Parce que quand on me dit non, je le fais pareil. Quand on me dit tu devrais pas faire ça, c'est fou. Cette idée-là est folle, aller en Abitibi, aller à Jonquière, voyons donc, tu peux pas faire ça. Ben là, c'est sûr que je vais le faire, on dirait, là. C'est pour moi, c'est l'élément déclencheur. Donc, de foncer en sachant même que ça se fait pas tant que ça, là. En sachant que c'est pas très rationnel, je suis mon instinct, mon cœur. Ouais, Hmm. je me laisse guider par mon cœur, peu importe à quel point l'idée est folle. J'adore ça. Ça prend de la folie dans la vie pour s'amuser. Exactement, ben Sinon, la oui. vie est bien, bien plate. Euh, quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? De pas avoir peur. Vraiment, là, j'en ai eu des doutes, j'ai eu peur, mais de se dire, je pense un peu, je vais reprendre la phrase de Marie-Danielle, là, tu peux revenir en arrière. Je veux dire, c'est pas une prison. Fais-le. Mhm. Puis s'il y a de quoi, reviens, mais sens-toi pas jamais comme enfermé, peu importe où ce que t'es. Il faut pas que tu aies peur de ton choix. T'sais. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas triper ou bien que tu vas revenir, puis ben ça sera ça. Tu auras une belle anecdote à raconter, mais vraiment de pas avoir peur puis de pas se sentir jamais coincé dans une décision parce que on peut toujours revenir puis de dédramatiser la chose finalement. Oui, c'est ça, de mettre les choses en place, de voir le big picture, tu sais, de voir la Exactement. perspective, Ouais, vraiment. d'avoir un peu de recul par rapport à Exactement. J'adore ça. Je pense que ça peut s'appliquer à bien des situations. Et finalement, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Ça peut être autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Où tu as le goût de foncer? Ben c'est sûr que mon rêve le plus profond en ce moment, c'est vraiment d'avoir ma famille, donc d'avoir des enfants, là, j'en rêve, là, donc j'ai vraiment hâte d'avoir ma petite famille, ma petite gang, de voyager aussi parce que je réalise qu'avec tous ces projets-là, ça s'est tellement fait vite. Fini les études, embarque dans ta vie professionnelle, donc tu sais, ça a été l'école, puis après le travail tout de suite, donc j'ai pas vraiment eu
ce temps-là de voyager énormément. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça explorer encore plus le monde, de voyager encore plus. Puis ma tête de cochon va me dire vas-y à cette place-là, même si personne n'y va. Vas-y, ose! As-tu des destinations en tête en terminant? Je sais pas, là, on rêve, là. Y a-tu comme... as-tu une liste d'endroits où c'est... Hey, ça, je veux voir ça, là. Grèce, comme Italie, je ne peux pas manquer ça. C'est sûr. Ça, c'est non négociable. Mon chum a été au courant, je pense, dès le premier jour. Un jour, ça va être Grèce, un jour, ça va être l'Italie. Il n'y en a pas question, je passe pas à côté, là. Ben écoute, ça donne le goût de partir puis de prendre soin de soi aussi. Tu sais, on est dans l'effervescence, tu travailles, tu mets du temps dans ta carrière, mais de pouvoir... des fois, de se recentrer, de voyager pour mieux, après ça, faire son travail. Des fois, ça peut être extraordinaire pour tout le monde, autant pour toi que pour ce que tu vas livrer en ondes. Fait que je te le souhaite. En tout cas, nous autres, on planifie partir en Italie. Fait que je te donnerai mes bonnes adresses. Oui. Oh mon Dieu, je suis jalouse. Tu pars quand? Ben là, dans quelques mois, là, on veut partir... oh mon Dieu. Fait que ça sera à suivre, mais assurément que j'aurai des suggestions pour toi là, quand vous serez prêts à aller voir nos amis italiens. J'attends ta liste. J'attends ta liste. Mais merci tellement pour ton temps, Catherine. Quel bonheur de prendre de tes nouvelles parce qu'on s'est quand même côtoyés pendant 3 ans, mais aussi de voir cette vivacité puis ce côté fonceur-là qui est toujours présent puis qui, je suis certaine qu'il va continuer de nous surprendre. Puis c'est vraiment... les gens de l'Abitibi sont très chanceux de t'avoir chaque soir dans leur télé. Merci beaucoup, Sandrine. Merci vraiment à toi de cette belle opportunité. Merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous avoir accueillis dans vos studios pour l'enregistrement de cet épisode. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. On se retrouve très bientôt. Salut!